Je m'appelle Alain Figlars. Je suis acteur, cascadeur et chorégraphe de scènes d'action pour le cinéma. J'ai travaillé sur des films comme 36 quai des Orfèvres, Bourne Identity, Tekken ou encore Lucie. Je fais du faux en m'inspirant que du vrai. Pour ça, je fais le tour du monde à la rencontre des unités commando les plus prestigieuses. Là, je suis dans ma salle d'entraînement avec l'acteur Ed Skrein pour préparer le prochain transporteur. Mais demain, je pars en immersion pendant plusieurs semaines chez les forces spéciales françaises, chez les hommes du 13e RDP. Discret, rustique, silencieux et invisible. Les hommes du 13 sont les spécialistes du renseignement militaire. Ce régiment de forces spéciales est unique en son genre et doit être prêt à intervenir partout dans le monde. Le 13e RDP, régiment de dragons parachutistes. Et depuis le 11 septembre 2001, au cœur des crises les plus aiguës dans lesquelles la France est engagée. Pour ma première rencontre avec eux, j'ai rendez-vous quelque part, en France, dans la région de Limoges, avec pour seule adresse des coordonnées GPS. En pleine forêt et en pleine nuit, 2 membres des forces spéciales sont bien là à m'attendre. Ils me préviennent que dans quelques minutes, un avion tout feu éteint va larguer des parachutistes à très basse altitude, dans le coin le plus paumé de France. Ça y est, ça sort. Ici, c'est sorti. C'est sorti. J'assiste à une mission de renseignement des hommes du 13, ou du moins, c'est l'exercice qu'ils vont devoir réaliser. Réveillés depuis 6 heures ce matin, parachutés à 21 heures, ils vont ensuite devoir marcher de longues heures avant d'atteindre le lieu qu'ils vont observer et photographier, cachés dans la plus grande discrétion. Les entraînements chez les forces spéciales sont toujours très proches de la réalité. Largués en pleine nature à seulement 250 mètres du sol, l'un d'eux a dérivé. Dans un arbre. Suspendu à plus de 20 mètres, ce commando est en bien mauvaise posture. Va falloir que tu essayes. Le mec, il faut 2 nuits qu'il arrive à juger la hauteur. C'est pour ça il a mis son casque à l'extrémité de son parachute ventral. Et s'il entend le bruit du casque au sol, il dit que c'est bon. Ça a touché le sol, donc je peux descendre. Là, il n'a pas cette notion-là. Tu vois, il fait nuit noire. Soit il y va à tâtons, il peut encore trouver 15-20 mètres de vide en dessous de lui. Et là, après, il faut qu'il anticipe sur autre chose, un balancier, rechoper le machin, en espérant qu'en haut, son point fixe, son point d'ancrage principal, ne craque pas. En clair, il va devoir se débrouiller seul. Chez les forces spéciales, tout le monde a un surnom. Le sien, c'est Che. Il va être mon binôme et me guider pendant mon immersion chez les hommes du 13. Première étape, m'apprendre le camouflage. C'est assez sexy comme truc. Voilà. Ce qui est important, c'est ça, on oublie. Donc tu fermes bien tes paupières
et tu travailles sur les yeux. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ce qu'on voit sur un visage en pleine nuit, éclairé par des phares de bagnole ou par la lune, c'est le visage, c'est les yeux. Tu peux enlever ton bonnet, comme ça tu auras la... Avec plaisir. Alors lui, Alain n'a pas mis, lui il a pas mis une noisette, il a mis une crotte de lapin dans sa main. Lui. Ah, c'est une crotte de lapin, Ah ça? oui, là t'es sur une crotte de lapin, là tu vas être beau, là tu vas être beau. Camouflage la nuit, donc si je me paume, en plus on me retrouve pas, quoi. J'ai les mains noires, le truc noir. Ah bah dis donc, ça commence bien. Fin prêt. Je peux enfin me présenter et saluer l'équipe. Une rencontre que j'attendais avec impatience. Ah, bah, c'est Alain. Enchanté. Alain. C'est là? Enchanté. Et après, il y a un Salut. mec qui vient et puis qui... Le 13e régiment de dragons parachutistes est créé sous le régime de Louis XIV. Il est rebaptisé sous Napoléon III Régiment des dragons de l'impératrice en hommage à l'impératrice Eugénie. En service depuis plus de 300 ans, le 13e RDP s'est illustré dans un grand nombre de batailles historiques. Valmy, Austerlitz, Iéna, mais aussi Verdun en 1916. Partiellement détruit dans les combats de la Seconde Guerre mondiale, il est recréé en 1944 et participe au combat de la Libération. En 1952, le 13e RDP devient parachutiste et se transforme 10 ans plus tard en régiment spécialisé dans le renseignement. Amené à déployer ses hommes sur différents théâtres d'opérations extérieures, le 13e RDP est engagé aujourd'hui sur plusieurs continents. Le 13, fleuron du renseignement français, est reconnu dans le monde entier comme faisant partie des meilleurs. Des soldats de l'ombre qui incarnent avec justesse leur maxime, au-delà du possible. C'est bon, c'est sorti. Sauf qu'ils sont déportés à droite à fond. Écoute, ça craint, on va dans la flotte vite fait, on a un cas d'urgence là. On y va, allez, suis-moi. S'ils sont là-bas, il faut les sauver. On doit avoir des mecs dans la flotte et là, c'est chaud. Un vent violent a poussé les parachutistes vers un étang gelé. Une situation dangereuse qui mobilise tout le monde. Il a été récupéré, ouais. Il est sorti de l'eau. Chaud. Tombé avec son parachute tout équipé à 130 kg à peu près, on coule. Hein. On coule. Le mec qui est tombé sur du glace, là, sur de la glace. Il a traversé la glace, le mec, il était dans la l'eau flotte quand même. jusque-là, le mec. La tête qui Ah, sortait il avait de la flotte. Voilà, il a réussi à s'en sortir. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est reparti à son sac. Ouais, Il c'est se ça. articule, on va le retrouver là-haut. Eh ben merde. Pour la sécurité de ces hommes et de leurs familles, leur anonymat doit être préservé. Leurs visages seront floutés. Le thermomètre est en dessous de zéro et pendant 12 heures, ces commandos chargés comme des mulets vont marcher avec 60 kilos de matériel sur le dos. Oh là 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 là. Ah ouais, tu vois, j'arrive même pas à le soulever. Leur équipement, leurs armes, des vivres, des munitions, mais aussi des pioches, des scies, des haches. C'est une véritable panoplie de bûcherons qu'ils vont devoir porter. Il y a quoi, 70 kilos? Non, 60? Non, c'est entre 50 et 60. Ça dépend des équipiers. Ah ouais. Je ne vais pas pouvoir y couper. Pas de quoi. Il faut comprendre que c'est qui attend sagement. Voilà. Et pour moi. Ah, c'est énorme. Oh putain, ça. Et c'est parti pour une marche à travers la forêt. Et à pas rapide. Ah ouais, il trace, hein. En terrain inconnu, ils vont devoir se diriger en tenant des capes à la boussole et se repérer grâce à des cartes topographiques. Et pour tromper la nuit, ils sont munis de vision nocturne captant les moindres particules de lumière. Attends, qu'est-ce que t'es en train de me dire là? Qu'ils vont marcher toute la nuit? Ah ouais, toute la nuit, ouais. Là, ça va commencer maintenant, là. D'accord. Les gars, ils vont s'infiltrer, donc ils vont faire une topo de nuit. Ils vont traverser toute la forêt, ils vont utiliser aucune route. Il y a 3 rivières à traverser. Naturellement, lors d'une réelle opération, les hommes du 13 sont munis d'un équipement hautement technologique. Mais ici, pour cet entraînement, les commandos sont privés de GPS. En mission, un appareil électronique peut se briser ou tomber en panne. L'orientation à la boussole reste une valeur sûre. Je laisse mes coéquipiers progresser seuls. Il fait froid, c'est lourd. Et 12 heures à ce rythme-là, j'en suis pas capable. Les 800 hommes du 13e RDP sont tous des parachutistes émérites.
Pourtant, la nuit dernière, ces paras se sont retrouvés en mauvaise posture. Mais ces difficultés sont l'apanage des sauts en automatique. Ces sauts où le parachute s'ouvre de lui-même à la sortie de l'avion. Au 13, ils sont pratiqués à très basse altitude et avec du matériel extrêmement lourd. Un largage compliqué et qui se fait le plus rapidement possible pour que l'équipe reste groupée. Depuis le débarquement du 6 juin 1944, cette technique toujours utilisée n'a guère évolué. Mais ces voiles rudimentaires permettent aux parachutistes de descendre rapidement au sol. En l'air, ce sont des cibles sans défense. Le problème, c'est que ces parachutes-là, on ne les dirige pas. J'ai un rêve, sauter en parachute avec les forces spéciales. J'espère le réaliser pendant mon immersion au 13. Après une bonne nuit de sommeil, je pars retrouver mes coéquipiers que j'ai lâchement abandonnés la veille. Mais quand je découvre en plein jour le terrain rocailleux sur lequel ils ont dû marcher, avec autant de kilos sur le dos, je me dis que peu de gens auraient pu les suivre. Alors, tu vois, de nuit, ils ont traversé que des trucs comme ça, avec des gros cailloux. Tu positionnes pas bien ton pied, ta cheville est partie. Et mon binôme a bien raison. Il faut toujours regarder où on pose les pieds. Putain. Ils ont fait ça hier. Toute la nuit. Pour un gros comme moi, pas fastoche, hein. Et je suis avide, hein. Je vais quand même les rejoindre, mais si je peux, c'est délire. Je les vois enfin. Ils n'ont pas dormi et sont déjà en train de creuser, malgré la fatigue. Depuis 2 heures, ils retournent à terre pour construire la cache. Secret du renseignement humain. Elle sera leur lieu de vie et d'observation pendant de longs jours, parfois plusieurs semaines. Alain, ça va? C'est ça. Bonjour, ça va? Hey, quand j'ai pris le déj ce matin, j'ai dit un truc. Je dis, moi, si j'avais fait ce qu'ils ont fait, tu me parles plus pendant 18 ans à peu près, même 20 ans. Ils ont un sourire, les mecs. C'est pour te donner l'état d'esprit et l'humilité de ces garçons, quoi. Les mecs, ils viennent de marcher toute une nuit, parachutés, vont chercher le matos. Ils prennent le matos. Point de rendez-vous. Point de rendez-vous. Je plie, je redéplie, je machin, je truc. Je mets un petit sac. Je marche toute la nuit. Je ne dors pas. Là, je suis en train de faire donc une cache. OK? Et le mec t'arrive et il te fait un sourire, il dit bonjour. Respect. Il va falloir 10 heures pour creuser et construire une cache pouvant contenir 8 hommes, dans le plus grand secret. Et là, ils vont pas dormir jusqu'à ce soir encore. Ce soir, une fois qu'ils ont fait leur petit trou, bah, ils vont rentrer dedans tant qu'il y a à faire. Hein. Et une fois que les mecs vont être manqués et compagnie, ils vont y rester. Et ils vont pas encore faire dodo. Pendant toute la journée, on va extraire des centaines et des centaines de kilos de terre et de cailloux. Ah la vache. On se croirait à Cayenne. Quelle galère. Je pense qu'aucun d'entre nous ne s'attendait à tomber sur un terrain aussi pourri. Une fois le trou creusé, c'est loin d'être terminé. Pour ne laisser aucune trace, il va falloir éparpiller tous ces blocs de pierre et cette terre sur des centaines de mètres à la ronde. 1 kilomètre plus loin, une autre équipe coupe des arbres pour construire le toit de la cache. Ici aussi, pas question de se faire repérer en laissant des traces. Alors, patron, j'ai jamais coupé un arbre de ma vie. Hein. Alors, ouais. Ah oui, il faut couper au plus bas, ouais, pour pas qu'il y ait de traces. D'accord. Il faut raser au plus bas, de façon à ce qu'après on puisse camoufler le fait d'avoir coupé un arbre. Et là, il va tomber. Voilà. Ça, c'était tout blanc. Et ensuite,
Pas de traces de coupe. Magique. C'est de la déco. Ah ouais. Ça va jusqu'aux champignons à remettre avec un clou. Tu vois, c'est vraiment très particulier. Ouais. En même temps, c'est la survie des lascars. Et c'est la survie des lascars. En opération, les hommes du 13 sont seuls et loin derrière les lignes ennemies. Ces caches sont leur unique protection. Et elles demandent un sacré boulot. C'est ça qui est bien au cinéma. On a une équipe de déco. Ils nous préparent tout ça. Donc quand on arrive sur le plateau, tout est fait. Là, les mecs, ils préparent eux-mêmes leur décor, quoi. C'est un job. Voilà, eux, ils font pas de cinéma. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour ressentir ce que les mecs ressentent, sans déconner? Je suis plié, je suis brûlé, je suis mort. C'est un truc de fou. Et on s'est pas battu, on s'est pas tiré dessus, on n'a rien fait. Qu'est-ce que c'est bien le latex? Pour préserver un savoir-faire unique, certains détails techniques de la fabrication de la cache resteront secrets. Mais une fois terminé, tout est soigneusement remis en place. Les plantes, la terre, les champignons, la mousse. L'illusion est parfaite. Une fois la cache refermée, leur présence est totalement indécelable. Même les chiens ne pourraient repérer leurs odeurs. Leur travail de renseignement peut enfin commencer. Et cela malgré la fatigue. Tita, pour contrôle radio, parler. Là, c'était beaucoup, pour le coup. À cause des cailloux, quoi. Ouais. Ils ont travaillé tous les cailloux au piolet. Combien de temps vous avez passé à creuser au final? Plus d'une dizaine d'heures. Ils vont devoir vivre ensemble, en autarcie dans ce trou pendant plusieurs jours. De Tita, Une situation que Che connaît bien. Au moment où ils ont déclenché la guerre du Golfe, je l'ai entendu avec ma petite radio. Et j'ai eu l'impression, tu vois, que j'étais dans un autre monde. Quand tu sors de là-dedans, t'es sur la planète Mars. Tu réapprends à marcher, tu reprends ton sac qui n'a pas changé de poids. C'est pas évident à expliquer parce qu'il faut le vivre. C'est clair. Les hommes du 13 sont reconnus dans le monde entier pour leur maîtrise du camouflage et de la discrétion. Quand ils sortent de leur trou, ils utilisent ces fameuses ghillie-suits. Cette tenue inventée au 19e siècle par les chasseurs écossais pour tromper leur proie. Ils se déplacent lentement, en silence, préférant les cours d'eau pour ne pas laisser d'empreintes. Pour se fondre dans la nature, ces hommes de l'ombre ont accepté son impitoyable dureté. Et quelle patience. Donc on est d'accord, ils sont sous le bois, là. On est là, c'est ça. Je passe devant eux sans même les voir. À quelques kilomètres de la cache, deux hommes du 13 sont en planque au plus près de l'objectif. Là, on attaque un poste hyper important. Les mecs, ils vont chauffer. Et là, c'est pas comme le trou qu'on a vu tout à l'heure. Là, eux, ils vont rester là à moins 15, moins 20 degrés. Ils se prennent la flotte s'il pleut, s'il neige, la neige. Leurs armes à eux, c'est l'appareil photo. C'est le renseignement. Ils surveillent les allées et venues de l'objectif, relèvent les moindres détails et prennent des centaines de photos. Ces données sont envoyées à leurs coéquipiers dans la cache. Une fois codées, elles sont transmises par satellite à un poste de commandement en France. Là-bas, elles seront traitées et modélisées en 3D. Chaque détail sera étudié par les hommes des forces spéciales dans l'éventualité d'un assaut. On s'est installé ce matin. Nous, on est parti assez rapidement. On était le deuxième largage. D'accord. Ah, vous, c'est le deuxième marquage, d'accord. Quand il y a un mec qui a fait tomber dans la flotte et tout. En fait, c'est moi qui suis tombé dans la flotte. C'est toi, Ouais. d'accord. Ça va? La nuit était fraîche. J'ai fait une partie de l'infiltration avec tous les pieds. Tous les pieds trempés et tout. Pieds putain. trempés, donc voilà, bon après c'est comme ça. Ouais. Disons que la mission s'arrête pas parce qu'on est mieux. Donc là, tu mates, c'est ça? Je récupère les informations que je traite et que j'envoie à mes Et que t'envoies et que j'envoie à mes directement à tes employeurs. La DRM, la Direction du renseignement militaire, et le COS, le commandement des opérations spéciales, sont les employeurs du 13e RDP. Et ils attendent d'eux qu'ils soient
le plus silencieux possible, le plus discret possible. Le but, c'est d'être invisible, en particulier pour l'ennemi qu'on doit observer, quoi. Ce sont des hommes qui définitivement maîtrisent la culture du secret. Au fait, capitaine, il a pas balancé la mission. Hein. J'ai dit, tu chauffes quoi? J'ai dit, la base navale et tout. Il me fait, je chauffe. Il est bon, hein. Alors, je voulais le torturer un peu et tout, mais on était à l'étroit. Une semaine plus tard, j'ai rendez-vous avec les hommes du 13, mais cette fois-ci beaucoup plus au nord. Après une escale à Stockholm, direction la Laponie, dans le cercle polaire, je vais découvrir le pays du Père Noël. Il fera moins 30, il paraît, là, faisait moins, et il fera moins 30, donc ça commence bien, quoi. En réalité, il fait moins 37 degrés. Et ça pique. Il fait si froid qu'en respirant, ça me brûle les poumons. Les hommes du 13 viennent ici s'entraîner avec les forces spéciales suédoises. À l'arrière d'une chenillette, je suis plongé dans un décor surréaliste. Ici, la vie semble s'être arrêtée. Tout est gelé. J'espère que Che et ses hommes savent où ils m'emmènent. Car si on se perd, c'est pas moi qui retrouverai le chemin. Et là, on me fait comprendre que c'est ici qu'on descend. C'est-à-dire au milieu de nulle part. Cet endroit est complètement dehors du temps. Et je regarde les hommes du 13 qui se préparent pour un nouvel entraînement. Cette fois, c'est les skis au pied qu'ils vont devoir affronter un environnement inconnu et inhospitalier. Et toujours dans la bonne humeur. Alors là, vous vous rappelez? Moi, j'étais en train de tailler des arbres et on était en train de faire des trous par terre. Et ben, ça va être exactement la même chose. Sauf que là, les mecs, ils vont faire ça. Il fait moins 37. Et là, ils vont commencer à marcher. Par contre, là, ils vont faire 6 bornes ou 7 bornes. Il va leur falloir au moins 6-7 heures. Parce qu'on est quand même dans la poudreuse qui nous arrive jusqu'aux hanches. Demain matin, ils vont commencer leur travail de renseignement. Au sein des forces spéciales, les hommes du 13 sont capables d'affronter les terrains les plus hostiles. De moins 40 degrés à plus 50. De l'Himalaya au désert africain, rien n'arrête ces guerriers discrets. Là, les mecs, ils ont 80 kilos de matos sur eux, les armes, les balles, les machins, les chargeurs, et ils sont partis. Grand respect. C'est parti pour 5-6 bornes topo, donc on va les revoir demain matin. 5-6 bornes, ils vont mettre 6 heures, là, 7 heures. Et il est que, tu vois, on a Il est 7 heures, ouais. Voilà, il est 7 heures, sans qu'il est déjà 1h du matin. Dans leur tenue de camouflage neige, les hommes du 13 s'enfoncent dans la nuit, devenant invisibles sous mes yeux. Ah bah, disparaissent dans la nuit, là. Je sens au fond de moi que je ne pourrais pas survivre longtemps dans un tel environnement. Mais eux, oui. Il est très tôt ce matin quand je pars en compagnie de Che à la recherche de mes compagnons. Cette nuit, le vent a soufflé très fort et la température est tombée de plusieurs degrés. Je viens d'apprendre que leur périple a duré 11 heures. J'espère qu'ils vont bien. C'est la première fois que je fais du ski de fond, c'est dur. Je souffle, mais qu'est-ce que je suis content d'être là. C'est un métier de nature, c'est un métier de force. Mais quel physique, quel entraînement. Je crois que les mecs hier sont partis vers 7 heures. Ils sont arrivés ce matin à 6h30. Donc là, de vivre ça, c'est quand même assez spécial, hein. Moi, j'ai plus l'habitude de la Boreas. C'est dur de le suivre. Mais je n'ai pas envie de décevoir mon binôme. Je n'arrêterai pas de le dire, hein. Respect. Voilà, il n'y a qu'en le vivant qu'on peut vraiment sentir les choses.
Le petit groupe là qu'on va rejoindre là, les petits jeunes qui sont partis à 4, parce que hier on a quand même oublié de vous dire qu'ils étaient 7 à la base. Et il y a 2 jeunes qui se sont fait plus ou moins mal avec le froid. Et ils ont le matos de 7. Pendant que je poursuis ma route, un autre groupe du 13e RDP a décidé de se frotter à l'entraînement de ses homologues suédois. Aujourd'hui, ils vont découvrir la spécialité locale. Welcome to the ice bath exercise. Et on peut dire qu'ils ont de la chance. Le thermomètre est en hausse, il n'affiche que moins 22 degrés. So it's okay to take a nice swim in the ice. Lourdement chargé, il peut arriver que la glace d'un lac cède sous le poids des hommes. Chez les forces spéciales, on s'entraîne à gérer ce genre de situation. Ils vont devoir sauter dans une eau à 0 degré. Tout est dans la tête. Je fais plus 12. Plus 12. Pas simple de se jeter dans l'eau quand il fait moins 22 degrés. C'est bon pour tout le monde? Droit comme un i, demi-tour, vous vous appuyez sur le rebord et vous demandez la permission de sortir. Ensuite vous chantez la chanson du régiment et puis en avant. Eugénie, l'arme aux dieux. Le but de l'exercice. Apprendre à gérer son stress lors d'un choc thermique. Car en plongeant violemment dans une eau si froide, le corps s'emballe. Et tenter de ressortir précipitamment, c'est risquer la noyade. Allez-y, artiste. C'est bon? It's good? Yeah. Avant de sortir, ils doivent reprendre leur souffle et calmer leur rythme cardiaque. Le froid est saisissant et pourtant ces hommes s'en amusent. Ça passe. Eugénie, les larmes aux yeux, venons des radieux. Nous partons pour le Mexique. Ok. Bon, ça passe, hein. Next one. Outside, please, sir. Quand on sort mouillé à cette température-là, le corps peut geler en quelques minutes. Pour éviter l'hypothermie, un seul remède. Courir. Pendant que ces messieurs barbotent, moi je continue mon excursion dans la neige à la recherche de groupes de cette nuit. 11 heures d'infiltration en fin de compte. Même les Suédois ont été super étonnés, quoi. C'est pas évident, quoi. 11 heures d'infiltration, c'est énorme. Donc changement de neige, et d'un seul coup, au lieu de 8 heures d'infiltration, bah voilà, ils se sont passés à 11 heures, les garçons. Et vous pouvez remarquer, changement de matériel. Raquettes, c'est la première fois que je fais des raquettes de ma vie. Enfin, j'ai fait du ping-pong, j'ai fait du tennis, mais là, ça, je connaissais pas. Je sens que je touche au but. Les copains ne devraient pas être loin. Dissimulés dans la neige, leur cachet bien là, juste devant mes yeux. Voilà, l'illusion est parfaite. Et ce qui est important de se rendre compte, c'est que les mecs, après 11 heures d'infiltration, voilà, ils commencent à monter tout ce truc-là. Et vous allez voir à l'intérieur, c'est vraiment une base. Il y a juste la place pour 4 mecs là. Oui, c'est un peu serré, tu verras. Ah d'accord, ok. Merci. J'ai hâte de savoir comment ils vont après une telle épreuve dans le froid. Je vais aller voir mes potes, ils sont là. Ça se passe bien. Ouais, ça va. C'est pas chaud. Silencieux mais souriants. Ils n'ont pas l'air d'avoir trop souffert, sauf un. Ah, ouais, ça caille. Il n'y a plus de sensation. Ah bon? Ouais. Ah merde. Il n'arrive pas à réchauffer. Un des gars commence à avoir des engelures. Et à cette température, par un orteil peut très vite arriver. Quand j'ai su ce matin que vous aviez mis 11 heures, ça pourrait, ouais. Moi, franchement, je tiendrais pas. Il y a eu des phases plus tranquilles, voilà. Où ça a été
Ils ont dû zigzaguer à travers un enchevêtrement d'arbres, un véritable labyrinthe naturel. Avec autant de poids tirés sur le dos, les corps souffrent. Tu reviens? Pour l'instant. Tiens, c'est chaud ça. C'est pour la colonne vertébrale, tu sais, je mets ça, moi, il fait chaud. On a bloqué toute la mission à cause de nous, donc hop, il va falloir qu'on bouge. La mission est loin d'être terminée. Le groupe va rester encore toute la nuit dans cette cache, en observation. Malgré la fatigue et le froid, ils ne lâcheront rien. Content, hein de rentrer, ouais. Non, pas content, super heureux. Heureux. C'est chiant, c'est dur, il fait froid, ça caille. Mais t'es réchauffé par, voilà, par toute cette équipe de gens qui sont juste uniques. Là, je viens de voir des trucs assez hallucinants. D'arriver après 12 heures de marche, toute une journée à galérer que les mecs ont le sourire. Voilà. Moi, pour moi, c'est ça un bonhomme. Waouh, parce que pendant 10 minutes, ça marche, hein. 12 heures la nuit à moins 37 degrés. Après une semaine de stage dans des conditions extrêmes, nous quittons le cercle polaire. Quelque part en France se trouve la base du 13e RDP. Toujours pour des raisons de sécurité, je ne ferai pas de visite guidée. Leurs infrastructures doivent rester confidentielles. À peine arrivé, et m'embarque dans un puissant 4x4 lourdement armé de mitrailleuses. Les forces spéciales s'infiltrent très loin à l'intérieur d'un dispositif ennemi. Quand ils arrivent sur leur objectif, ils sont tellement rapides qu'ils seront repartis avant même que l'ennemi n'ait eu le temps de réagir. C'est à moi qu'ils vont donner les commandes de la bête. Ça paraît facile, hein. À la vitesse où ils vont eux, c'est délire. Et moi, je suis mort de peur. Pas pour me faire mal, hein, je suis mort de peur, je sais pas, au niveau du matériel, au niveau des copains qu'on a dans la voiture. Bon, vous êtes prêts les garçons? Petite prière avant d'y aller? Ouais, on essaye. Donc là, je laisse aller, hein. Tranquille. Ouais, ouais. Nickel. Et gaz constant quand t'es dans l'eau. Tu me dis go et j'y vais. Ok. Laisse-toi le temps, vas-y. C'est ça. Voilà, tu laisses aller jusqu'à dans l'eau et quand t'es dans l'eau, accélération constante. Appuie. Je m'éclate. C'est encore mieux que dans les films. Mais je sais aussi que les gars qui m'entourent, eux, ne sont pas là pour s'amuser. Des patrouilles comme celle-là, ils en font régulièrement, et sur des vrais théâtres d'opération. C'était génial. Sur le dernier franchissement, j'ai senti le professionnel. La patte du professionnel sur l'accélération. C'est vrai. En douceur, franchi, franchement. Un autre moyen de locomotion indispensable au 13. L'hélicoptère. En France, les forces spéciales possèdent leur propre appareil et leur propre pilote. Lors des phases d'assaut, l'hélicoptère permet d'amener les commandos au plus près de l'action. Pour ce faire, ils utilisent toutes les techniques d'aérocordage, corde lisse ou encore descente en rappel. Quand une opération est terminée et qu'il faut extraire les commandos plus vite, la technique de la grappe est la plus efficace. Une exfiltration comme celle-là prend moins d'1 minute. Pilotes et commandos travaillent ensemble pendant des années. Alors en mission, ces pilotes braveront tous les dangers pour d'abord aller chercher des copains.
Autre méthode pour approcher un objectif. Plus discrètement cette fois, la plongée. Équipés de systèmes respiratoires en circuit fermé pour ne pas faire de bulles en surface, les plongeurs du 13 peuvent palmer au plus près de l'ennemi sans se faire repérer. Et avec leur treillis mouillé, mis par-dessus leur combinaison pour les priver de chaleur, ils sont indétectables aux infrarouges. Quand ils remontent à la surface, ils sont prêts à faire feu. Ah ouais, oh, j'y vais. Ça va me finir, ça, je crois. C'est la première fois de ma vie que je vais plonger. Engoncé dans ma combinaison et devant cette eau boueuse, on est loin de l'image idyllique des Seychelles. Oh la vache! Ouais, si ça va pas ou quoi que ce soit, tu me fais ça, ok, on remonte tranquille. À vrai dire, j'angoisse un peu. Et l'eau est à 6 degrés. Dans cette eau offrant zéro visibilité, les hommes du 13 vont être capables de se diriger comme sur Terre, à l'aide d'une boussole. Je n'ai pas vu beaucoup de poissons. Mais je me souviendrai longtemps de ma première plongée. Malgré leur petit nombre, les forces spéciales ont une puissance de feu redoutable. Leurs 4x4 sont équipés de 2 mitrailleuses, 12-7 et 7,62. Ils vont tirer sur une cible en mouvement, une voiture pilotée par un robot. Les balles supersoniques de 7,62 sont d'une telle vélocité qu'elles percent cette voiture de part en part. La petite voiture blanche là-bas. On a 800 mètres à peu près, 800-900 mètres je pense. Allez, je te la mets en place. Allez. C'est à moi d'essayer. Et pas question de le faire en roulant. Même si je suis assez bon tireur avec une mitrailleuse de 7,62, c'est une autre paire de manches. Ah putain, c'est pas stable. C'est quoi? T'es en haut à gauche. Visez beaucoup plus bas. Deuxième tentative. Sans plus de résultats. Petite déception. Donc je n'ai strictement rien mis dans la cible. Au cinéma, on touche toujours, nous, les cibles. C'est ça qui est chiant. Par contre, ça fait un bien fou, hein. Ça détend. Fernand de AK, assaut en place. Les forces spéciales ont développé des techniques de tir particulières. Constitués d'une poignée d'hommes par équipe, ils se retrouvent souvent lors d'opérations en infériorité numérique. La victoire se joue alors sur le plan psychologique. En avant. Leur méthode pour garder l'avantage. La surprise, la précision, un feu constant et nourri, obligeant l'ennemi à baisser la tête ou à se rendre. On appelle ça l'effet boule de feu, et je trouve ça très impressionnant. Un travail qui demande une cohésion et une coordination parfaite. Car pour que le tir soit continu, les commandos se relayent sur leur cible le temps de recharger leurs armes. Quand ils progressent, ils ont le corps ramassé sur eux-mêmes pour être le moins exposé au tir adverse. Lors de cet entraînement, je m'aperçois que tous leurs tirs sans exception atteignent leur cible. Leurs gestes mécaniques maintes fois répétés sont le fruit d'années d'entraînement. Là, on va les voir s'entraîner, c'est ça? Ah bah, on va s'entraîner. Oula. Retour à la base du 13e RDP. N'ayez pas peur, allez, on y va. Non, aucune crainte. S'il y a bien un endroit où je me sens chez moi, c'est sur un tatami. Petit moment de détente entre deux entraînements. Une occasion de pouvoir échanger sur nos techniques de combat et de rencontrer un de leurs champions, Sergueï. Donc vous pouvez voir qu'il fait ma taille. Voilà. Enchanté. Mais pour une fois, je vais pouvoir moi aussi leur montrer quelques trucs. Il y a un coup qui arrive, là, c'est tout con, hein. C'est celui de base. Voilà, celui-là. Sans les jambes pour l'instant. On essaye? Allez. Quel plaisir de partager ça avec des professionnels. Je pousse et je rentre, vraiment. Allez, oui. Je passe à l'intérieur tout en coudant. Voilà. Là, voilà.
je passe, je tire, je développe et j'envoie mon calibre. C'est un mouvement tellement naturel, ouais. C'est-à-dire que même avec de la force, ça suit, tu vois. Tu là, t'as l'index. Ok, je me laisse faire. Je provoque le tir. Cet après-midi, je sais qu'une équipe va sauter en parachute. Je serai bienvenu avec eux. Mais avant de pouvoir réaliser mon rêve, je dois encore apprendre. Au 13, il y a un escadron spécialisé dans le saut opérationnel à grande hauteur. Tous chuteurs opérationnels. Ces hommes sont capables de sauter en chute libre à plus de 4000 mètres d'altitude, avec tellement de matériel sur le dos qu'ils pèsent avant de sortir de l'avion pas moins de 170 kilos. Avant chaque saut, toujours le même rituel, la répétition des gestes qu'ils effectueront une fois dans les airs. Pour ces hommes des forces spéciales, sauter en parachute, c'est un peu comme prendre le bus le matin. Ce matin, je suis convié à une démonstration du matériel utilisé par les chuteurs opérationnels. C'est chambé, c'est tapé. Ça sent bon pour mon saut. Tout y est. Boussole, GPS, système de communication, masque à oxygène. Je n'imaginais pas ça aussi technique. La spécialité, c'est le son. Le son à grande hauteur 4000 mètres, et après jusqu'à ce qu'on appelle très grande hauteur, jusqu'à 7000, 7500 mètres. Donc là, avec l'oxygène, voilà. Certains sauts vont même jusqu'à 10 000 mètres d'altitude. Incroyable. C'est l'altitude d'un vol long courrier. Du sol, le bruit de l'avion est indécelable. De plus, les chuteurs peuvent immédiatement ouvrir leur parachute. À cette altitude, sous voile et portés par le vent, ils vont ainsi pouvoir parcourir jusqu'à 70 km de distance avant d'arriver au sol discrètement. Pour vous donner une idée, c'est comme si vous sautiez au-dessus de l'Angleterre pour vous poser en France. Tout ça pour sauter le plus loin possible, le plus haut possible, pour être le plus discret possible. C'est-à-dire qu'au sol, l'ennemi, il n'entend pas l'avion, il ne voit personne arriver. Tous les parachutistes sont munis de GPS, mais aussi d'une boussole en cas de panne. Ce genre de saut se calcule avec précision. À cette altitude, on chute à plus de 400 km/h. Dans l'avion, ils reçoivent la météo en temps réel et définissent la zone de largage en fonction de la direction du vent. Ces parachutistes doivent avoir un équipement spécial pour résister au froid, car à 8000 mètres d'altitude, il fait moins 50 degrés. Et bien sûr l'oxygène. Au-dessus de 4000 mètres, il commence à se faire rare. Alors pour pouvoir respirer, tous sont équipés d'un système sous oxygène identique à celui utilisé par les pilotes de chasse. Quel pied ça doit être!
Mon séjour touche à sa fin. Je rencontre le chef de corps, le grand patron du 13. Je suis impatient de discuter avec lui, de ces garçons avec qui j'ai maintenant passé plusieurs semaines. C'est plus une passion qu'un métier en fait. Voilà. Pour être bon dans notre métier et puis pour être accepté dans notre milieu, il faut avoir une certaine humilité, il faut avoir de la rusticité, savoir faire ses preuves sur le terrain, avoir envie de prendre sa place parmi ses camarades et puis de prendre sa charge de travail parmi eux. Et puis avoir une certaine intelligence de situation, savoir s'adapter à de nouveaux environnements. Il faut être très curieux. Dans le monde du renseignement, il faut être très très curieux. En découvrant l'état d'esprit des garçons, je ne sais pas si j'aurais été capable de faire ça. Ou alors peut-être capable de faire ça, mais peut-être pas capable de l'assumer comme ils l'assument. À force de passer des mois ensemble à l'étranger en mission, à force de vivre des trucs vraiment durs ensemble, voilà, il y a des liens particuliers qui se créent et ça les pousse à avoir envie de se dépasser. Ouais. Je pense que la façon dont on pratique le sens de l'honneur dans notre métier, c'est avant tout l'envie de tenir sa place dans notre communauté humaine et de tenir toute sa place et d'être parfaitement fiable vis-à-vis de ses camarades et digne de la confiance de ses camarades. On emploie beaucoup le mot confiance. Confiance. Ouais. On sait en qui on peut avoir confiance et puis il faut que les mecs aient confiance dans leur chef et que nous on ait confiance en eux. Et il y a un label, il y a un moment où on dit ok, toi c'est bon, j'ai confiance, je peux partir avec toi n'importe où. Toi, tu as encore telle marche à passer. Toi, c'est pas fait pour toi, trouve autre chose. Ça fait un peu trivial de le dire, mais on est des gens comme les autres. Voilà. On est des gens comme les autres. Très bien. Par contre, pour me faire plaisir, ouais. Tu peux me mettre un petit coup d'autorité là pour voir comment ils se relèvent tous là, quand tu tournes. J'adore ce truc. Quand je vais sortir, tu vas voir. C'est vrai? Ouais. Alors vas-y, je te suis parce que c'est énorme, ça j'adore. Parce que moi quand je rentre, ça fait jamais ça, c'est marrant. Hein. Même quand je rentre dans mon bureau, putain. Tu vois? Merci, bonne journée. C'est génial. Une semaine plus tard, je reçois un coup de téléphone du 13 qui me dit « Si tu veux sauter, sois là demain. » Je suis là. Je vais enfin faire mon premier saut avec les forces spéciales. Avant de monter dans l'avion, un dernier briefing. Pour la sortie, donc on va ripper vers la porte. Ouais. La porte est ici. Il faut lever la jambe droite. On va ripper comme ça. Et là, je te mets à l'extérieur de la vie. Ouais. Tu as les jambes dans le vide, comme ceci. Tes mains ici. Ensuite, pour le départ, je te mets un petit peu la tête en arrière, comme ceci. Et go. Ensuite, on bascule. Ma vie ne tient qu'à un fil et ce fil. Maman, regarde. Ah oui. C'est lui. Du coup, là, il n'y a pas de choix. Hein. Allez, hein. Allez. À tout de suite. J'ai confiance. Je suis entouré des meilleurs, alors pas d'hésitation à avoir. Allez, maintenant c'est à nous. Et c'est parti. J'ai passé près d'un mois avec ces garçons. Quelle expérience inoubliable. J'ai découvert à quel point les hommes du 13, ces guerriers discrets, sont humainement exceptionnels. C'est juste génial. Ces soldats de l'ombre sont désormais pour moi passés dans la lumière. On va passer
passe à l'atterrissage. Tu me dis quand je dois lever. Génial. Ah putain. Ah waouh. Ah, Ça bombarde hein, bien, ouais. Ah ouais, et du coup, hein, quand même. Hein. Nous deux, Ah ça ouais. envoie bien. Hein. Oh. On était en piqué en fait. Oh, on a piqué, hein. Ouais, on a piqué. Ah ouais, ouais. C'est top. Allez. Super. Et ben voilà. Le 13, c'est terminé.